Bienvenue dans Déclic et des claques, le rendez-vous des audacieux et des aventuriers de la vie. Je suis Pauline et je suis ravie de vous accueillir dans ce voyage où nous explorerons les récits inspirants de celles et ceux qui osent sortir des sentiers battus et façonner leur propre chemin. Parce qu'un déclic peut être suivi de sacrées claques, parce que des claques peuvent faire naître un véritable déclic, parce qu'on a tous envie un moment de prendre nos clics et nos claques, découvrons ensemble les parcours de nos invités, les moments décisifs, les défis surmontés, les leçons apprises, pour nous donner à notre tour l'envie d'oser. Quitter une vie professionnelle établie pour accueillir des randonneurs dans leur aventure. C'est le pari fou qu'ont fait Stéphanie et Baptiste en reprenant le gîte des Petits Cailloux, un gîte niché sur les mythiques chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. À travers leurs témoignages, on découvre une aventure humaine faite de rencontres, de partage et de moments hors du temps. 2 personnes, 2 chemins qui se sont croisés, 2 parcours inspirants, 2 reconversions audacieuses et peut-être un appel au voyage pour vous aussi. Eh ben, let's go! J'accueille 2 personnes aujourd'hui. Stéphanie et Baptiste, salut! Salut Pauline! Salut! Merci de m'accueillir chez vous à Gramat. Avant toute chose, j'aimerais que vous nous racontiez un peu ce que sont les chemins de Saint-Jacques, parce que je pense qu'il y a des auditeurs qui ne connaissent pas. Alors les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est des chemins qui traversent l'Europe pour se rendre à Saint-Jacques en pèlerinage. Alors dans le temps, c'était beaucoup des pèlerinages liés à la chrétienté. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se rendent sur le pèlerinage pour des raisons spirituelles ou parce qu'ils ont fait un burn-out, ou parce qu'ils ont eu un événement familial qui fait qu'ils ont envie de marcher pour essayer de comprendre ou d'oublier. Donc voilà. Après, je sais pas comment toi, Baptiste, t'expliquerais ça. J'expliquerai ça par un chemin plein d'humanité, fait de rencontres, un chemin de reconnexion. Où les gens se reconnectent des fois eux-mêmes, font une césure parce qu'ils sont à la retraite et qu'ils entament un nouveau projet de vie, entre guillemets. Donc c'est des chemins de césure, que ce soit la retraite amoureuse ou professionnelle aussi, ça peut arriver. Mais ouais, l'humanité et les rencontres font partie intégrante de ce chemin de pèlerinage aujourd'hui. Et dans l'univers des chemins de Saint-Jacques, il y a toute une partie gîte. Comment ça fonctionne du coup? Les randonneurs passent de gîte en gîte, d'étape en étape. Ouais, c'est ça. En fait, le gîte, c'est un... Alors, on est sur le chemin de Saint-Jacques, donc on traverse quand même des villages, on n'est pas à l'autre bout du monde. Mais ça marche un peu, si on veut, comme un refuge de montagne, c'est-à-dire que les gens arrivent en milieu, fin d'après-midi. Voilà, on fait le repas, on passe un bon moment ensemble, ils dorment, le lendemain matin ils prennent leur petit-déj et puis ils repartent. C'est un gîte à la nuitée, avec un confort sommaire qui s'est amélioré, on n'est plus non plus au Moyen-Âge ou comme il y a 50 ans où c'était vraiment plus sommaire. Mais ça reste une expérience unique et de dépouillement. Vous vous êtes rencontrés en quelle année vous ? 2018. 2018. Mais avant votre rencontre, vous aviez eu 2 parcours pro très différents. Est-ce que vous pouvez, chacun votre tour, nous raconter un peu votre vie professionnelle d'avant ? Avant d'être hébergeuse, j'ai travaillé pendant 20 ans dans le milieu bancaire. Donc gros changement de vie. J'ai travaillé dans une filiale, puis après dans la banque directement pendant pas mal d'années avec un projet d'accueil qui me trottait dans la tête depuis quelques temps. Et je connaissais pas du tout les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et en fait, ce qui m'a fait connaître les chemins de Saint-Jacques, c'est un roman plus précisément, qui s'appelle Le Vestibule des Causes perdues, de Manon Moreau, et ce livre m'a fait découvrir ce chemin, et il est arrivé au bon moment de ma vie parce que j'étais dans une impasse professionnelle et dans ma vie personnelle il y avait eu pas mal de changements, donc je me suis dit en lisant le livre c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc j'ai pris dans quelques mois après, le temps d'organiser, j'ai pris mon sac à dos et je suis partie. Alors malheureusement j'ai pas pu partir 2 mois et demi pour aller jusqu'à Saint-Jacques. Donc je suis partie 3 semaines, mais en 3 semaines j'ai eu le temps de me rendre compte de ce que c'était
vivre sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, de l'humanité, comme disait Baptiste, du partage, de la solidarité, du dépouillement, aussi de l'abolition des classes sociales. Je trouve que quand tu es sur le chemin de Saint-Jacques, tout le monde est en sac à dos, en tenue de rando quechua. Et du coup, on sympathise avec des gens qui ont des milieux sociaux très différents. Ce qui fait que qu'on apprend à connaître des gens vers qui on serait pas forcément allé dans la vie de tous les jours. Et j'ai adoré justement de vivre ça, et c'est ce qui m'a aussi donné envie de le vivre au quotidien et de voir des gens tous les jours comme ça. Baptiste, à ton tour. Alors, à mon tour. Quel était ton parcours pro ? Mon parcours pro, pour résumer dans les grandes lignes, j'ai fait des études dans le commerce. J'ai travaillé dans le voyage d'affaires, j'ai travaillé un peu dans la banque, j'ai pas mal travaillé dans la fonction publique où j'ai été à un moment donné collaborateur d'élus. Voilà, pour le résumé pro. Et puis en 2014, j'ai eu pas mal de bouleversements personnels, professionnels aussi. Je me suis séparé. J'ai changé de boulot aussi, j'ai bossé un peu dans la politique. Et puis je ne connaissais pas les chemins de Saint-Jacques, donc j'ai acheté un roman, alors pas le même que Stéphanie, ça s'appelait En avant-route d'Alix de Saint-André. Chacun son roman. Voilà. En fait, je cherchais une idée, j'étais toujours passionné de montagne, de rando, j'avais toujours marché. Mais je cherchais une marche au long cours pour me retrouver un peu avec moi-même après tous ces changements-là. Donc ce bouquin-là m'a amené sur les chemins en 2015, entre Le Puy et Figeac. Suite à ça, en fait, j'en avais un peu marre de ce que je faisais dans la politique. Donc en 2017, je suis parti m'installer en Aveyron sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle à Saint-Côme-d'Olt exactement. Puisque je suis passé chez des hébergeurs, Sabine et Sylvain, qui tenaient le Gîte d'El Romiou, avec qui on s'est liés d'amitié. Et donc je suis venu quelques fois en vacances chez eux, les aider, voir ce que c'était de tenir un gîte. Je suis parti en Aveyron, pour vivre une autre vie et découvrir encore un peu plus la saison dans un gîte d'étape sur le chemin de Saint-Jacques. Et voilà comment est née l'idée de un jour aussi, moi, prendre un gîte. Parce que ce boulot m'a plu et les rencontres qu'on fait en étant accueillant sont encore plus fortes. Et donc, du coup, ça m'a vraiment plu. Donc, je me suis dit, allez, je me lance ce petit projet-là en tête. Ok. Et du coup, avant que vos projets respectifs deviennent concrets, vos chemins se sont croisés. Oui. C'est beau, Pauline. Et quel chemin, puisque vous êtes rencontrés sur les chemins de Saint-Jacques. Racontez-nous un tout petit peu, quand même, votre rencontre. Qui est racontable. Alors, on s'est rencontrés entre... Alors, la première fois que j'ai vu Baptiste, c'était entre Cahors et Las Cabanes. Et moi, j'étais sur le bord du chemin, à l'ombre. Il faisait une chaleur pas possible. J'étais arrêtée, en train de manger une barre de céréales et boire un peu, une petite pause. Et là, on a vu arriver au loin... J'étais avec une amie. Non, de la poussière. Parce que Baptiste, il marche vite. Et on a vu un nuage de poussière arriver. Et là, on s'est dit, oulala, qu'est-ce qui va vite celui-là. Nous, c'était notre premier jour. Il faisait plus de 30 degrés. On était sur des chemins blancs. Autant dire qu'on souffrait. Et lui, il n'en était pas son premier jour. Et déjà, en temps normal, il marche vite. Donc, il s'est arrêté, il nous a parlé, il est reparti. Et puis, le lendemain, on s'est retrouvés à Lozerte dans le même gîte. Donc, on était chacun à un bout de la table. Lui, il était avec des copains qui s'étaient déjà fait... Et puis, en fait, le soir, on est resté dehors, on a bu des bières, ils ont joué de la musique, enfin, voilà, quoi. Et le lendemain, on est reparti pour Moissac, et à Durfort-la-Capelette, on a pris un café avec ma copine, et lui, normalement, il finissait son café avec son groupe, mais bizarrement, il a attendu et il est reparti avec nous. Il a pris un deuxième café. Alors qu'il n'en boit pas. Et il est reparti avec nous jusqu'à Moissac. Et après, à Moissac, une partie des gens avec qui il marchait sont partis, puisqu'il y a une gare à Moissac. Donc, les gens sont repartis. Et nous, on a continué. Donc, on a marché ensemble. Et puis après, la copine avec qui je marchais est partie aussi. Donc, on s'est retrouvés tous les deux. Et il y a eu rapprochement au fil du chemin. Trop chouette. Et du coup, vous avez commencé votre vie de couple, etc. Et vous avez très vite parlé de vos projets de créer, reprendre un gîte sur les chemins de Saint-Jacques. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment vous vous êtes dit vraiment... Enfin, il y a une
fusion possible entre ces deux projets et on va se lancer. Disons moi j'étais en Aveyron et Steph était à Toulouse, donc on a vécu un peu à distance au début. Et puis en voyant que ça le faisait, moi je me suis rapproché de Stéphanie qui avait une petite fille, donc je suis venu m'installer à Toulouse. Et puis c'est vrai que pendant l'année 2019, rapidement, on en a parlé dans l'année parce que Stéphanie voulait reprendre un lieu d'accueil, mais ça, je pense qu'elle savait pas si c'était une maison d'hôte ou un gîte ou sur GR10 ou n'importe quoi. Et en fait, quand elle a fait le chemin, elle a dit que c'était là où elle voulait être. Moi, j'étais parti en Aveyron avec ce projet-là de me dire je voudrais bien reprendre un gîte, mais je pense que le timing n'était pas très bon pour moi non plus à ce moment-là. Donc c'est vrai qu'on en a parlé. Moi, j'avais un peu l'expérience d'avoir aidé mes copains au gîte en Aveyron. Steph avait envie de changer de vie, donc on en a parlé. Ça a été assez rapide finalement, puisqu'on s'est rencontrés en septembre 2018. Et au final, fin 2019, on avait déjà envie de... on était déjà partis dans ce projet. Oui. Comme sur le chemin, on en avait déjà parlé quand on s'est rencontrés. On a vu qu'on avait les mêmes aspirations, donc ça aide aussi à se rapprocher forcément. Et assez rapidement, on a commencé à regarder un peu ce qui pouvait être possible. Même si on avait chacun notre projet. Alors Baptiste connaissait beaucoup mieux le chemin que moi du fait qu'il ait aidé ses copains à Saint-Côme, etc. Donc on avait l'expérience de Baptiste et l'expérience bancaire de Steph. Justement, c'est quoi les grandes étapes quand on décide de se lancer dans un projet comme ça ? Des étapes financières, forcément. Pas que. Des étapes de recherche de gîte, des étapes de formation. Oui, moi j'ai entamé sur les conseils de Baptiste quand même, un CAP cuisine. Parce que je me suis dit que ce serait plus simple aussi d'accueillir. Enfin, en gros, ça met plus en confiance. On va dire, ça enlève du stress d'avoir fait ça. Je stresse pas quand on en a 3 le matin et 12 le soir. Il y avait ça, il y avait... je trouve que le plus dur pour nous, ça a été de démarrer le projet au final, au moment où le Covid est arrivé. C'est-à-dire qu'on a commencé à chercher en janvier 2020. Super bon timing. Et on a commencé à visiter, etc. Et puis à mi-février, fin février, ça commençait quand même à sentir le roussi. Donc on s'est dit, on va arrêter tout. Parce qu'on se voyait pas démarrer une activité dans un contexte comme ça. Et il y avait trop d'incertitudes, il y avait beaucoup de choses qui faisaient que on a suspendu le projet. Et au final, on est très contents parce que démarrer en 2020 pour ceux qui l'ont fait, ça a vraiment pas été facile. Donc on a été très contents de faire comme ça. Et puis surtout, ça a finalement orienté notre projet. Parce quand on a démarré les recherches, on s'orientait soit sur une reprise de gîte, soit sur une création. Et le fait de vivre le Covid et de voir comment c'était compliqué avec les quotas, etc., on s'est dit que non, le mieux c'était quand même de reprendre un gîte existant, parce que si jamais il y avait des soucis, au moins on pouvait déjà quand même avoir des revenus dès le départ, quoi, et accueillir. Donc on a suspendu un peu les recherches et puis on a redémarré fin 2020. On a vraiment attendu que le gros de la vague passe. On a redémarré fin 2020 les recherches. Après, niveau financier, moi j'avais quand même un peu bouclé le truc avec mon métier. Quelques techniques. Voilà, j'ai quelques notions quand même là-dessus. Donc entre la formation en CAP, moi j'ai fait transition pro, donc c'est tout ce qu'on cumule sur notre CPF là. Ouais. On peut faire une formation à partir du moment où on veut changer de métier. On peut se faire financer complètement en fait notre changement de vie. Donc vous avez la formation financée et votre salaire financé pendant la formation. Donc ça m'a permis de faire un CAP cuisine, de travailler dans des restaurants. Donc de voir un peu le coup de feu. Alors finalement les gîtes à côté c'est quand même tranquille. Mais bon, après au resto moi j'avais pas toute la gestion, la gestion de... Pas les lits, le ménage... Oui, puis la gestion de la nourriture, les achats, les achats, tout ça, parce que ça c'est aussi quand même la gestion c'est quand même important quand on tient un gîte. De faire attention aux coûts, d'avoir assez pour... si les gens arrivent en dernière minute, comme on disait, c'est de la gestion, c'est de l'organisation, et ça c'est vrai que le fait d'avoir fait de la restauration, ça m'a beaucoup aidé là-dedans, quoi.
Et vous avez trouvé le gîte en 2021 pour l'ouvrir On en a trouvé 2022. en 2021. En fait, fin 2020, on a commencé à rechercher. On a visité en visite virtuelle, parce qu'on n'avait toujours pas le droit de se déplacer, un gîte à Figeac, qu'on n'a pas pris parce qu'ils étaient pressés et pas nous. Et après, Baptiste, tiens, il peut te raconter comment il est tombé sur l'annonce du gîte de Gramma, puisque c'est lui qui est tombé dessus. Allez, Baptiste. C'est simple. En plus, on a fait une petite histoire il y a pas longtemps sur nos réseaux pendant l'hiver, histoire de combler quand on n'a pas d'activité. Non, mais en fait, j'étais abonné à plein de newsletters sur le chemin parce que ça faisait quelques années que ça m'animait à fond. Et puis le fait d'avoir cette recherche, du coup, je me suis inscrit à d'autres newsletters de d'autres sites liés au chemin de Compostelle. Et j'étais parti en rando dans les Pyrénées, sur le pic du Cagir. Et en redescendant de ma rando, j'ai envoyé un message à Stéphanie en lui disant « C'est bon, je suis encore en vie, on était au mois de février, il y avait encore un peu de neige. » Et puis je consulte mes mails en mangeant une crêpe et en buvant une bonne petite bière après cette belle rando. Et dans une newsletter, je vois gîte en vente sur la voie de Rocamadour, donc j'envoie l'annonce à Steph par message. Et je lui dis, tiens, il y a celui-là aussi qui est à reprendre, parce que on regardait régulièrement sur les sites ce qui était en vente ou bientôt à vendre. Et puis, je lui ai envoyé l'annonce, donc c'était en février 2021, et on a été le visiter début mai 2021. Pour une ouverture en avril 2022. Ouais, en fait, on a récupéré. J'ai fait partie des premières clientes. En fait, ils voulaient terminer la saison, donc ça tombait super bien, ça nous laissait le temps de tout gérer tranquillement. Donc, ils voulaient terminer la saison et on a repris le gîte le 31 décembre 2021. Et on a ouvert au 1er avril. On était à peine prêts, mais on a ouvert. Et du coup, au début, je crois que Baptiste a continué à avoir un boulot au démarrage et Stéphanie a vraiment lancé toute seule le fonctionnement du gîte. En fait, on a repris le gîte en connaissance de cause, c'est-à-dire que en France, il y a un chemin, il y a 4 voies principales et on va dire que celle qui rassemble le plus de monde, c'est le GR65, donc qui part du Puy-en-Velay et qui va jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port dans le Pays Basque. Nous, on est une petite variante de ce chemin-là, la voie de Rocamadour, et reprenant le gîte, donc ils nous ont dit, en fait, ce gîte-là est fait pour faire vivre une personne, mais pas 2 personnes. Donc on savait dès le départ qu'il y en aurait un des deux qui devrait travailler, donc c'était moi, sachant que Stéphanie avait fait son CAP, avait fait toutes les démarches pour changer de vie. Donc en effet, au tout début, on a commencé quand même le premier mois et demi, on a bossé tous les deux parce que moi j'avais trouvé un CDD, mais c'était à partir de mi-mai que je commençais à bosser. Donc on a quand même commencé tous les deux à partir d'avril pendant un mois et demi. Donc je pense que c'était bien, c'était sécurisant et pour moi et pour elle. Et puis après, oui, en effet, les 2 premières années, donc 2022 et 2023, je travaillais à côté et après le soir et week-end, j'aidais Steph au gîte. Et aujourd'hui, vous êtes tous les deux à temps plein. Oui, parce que la voie de Rocamadour, c'est grandement développée. Enfin, disons qu'elle est un peu plus connue. Grâce à pas mal, quand même, on a fait un gros effort. Enfin, je dis moi j'ai rien fait. Baptiste et d'autres ont fait un gros effort de communication sur la voie qui était pas très connue. Il y a aussi beaucoup d'installations de gîtes, parce que mine de rien, plus il y a de gîtes, plus les gens viennent aussi. Donc oui, on a beaucoup plus de monde ici que, cette année, même l'année dernière qu'à l'ouverture. Et puis on est sympa. Non, mais franchement, le bouche à oreille a beaucoup joué aussi. Et du coup, grâce à tout ça, t'as pu embaucher Baptiste. Exactement. Comme il y a un peu plus de monde, et du coup, je peux garder Baptiste. J'étais bénévole avant, maintenant je suis officiellement salarié. Et alors, t'as une boss sympa, ça va ? Ouais, j'ai pas à me plaindre. J'ai une chef en or et je dis ce message sans aucune pression. C'est quoi vos rôles à tous les deux, du coup, aujourd'hui, dans le gîte ? Alors, moi, je fais l'animation, essentiellement. L'animation, j'ai remarqué. L'animation, la cuisine, on a compris oui, aussi. Je fais pas mal la cuisine. Après, Baptiste, tu fais un peu la cuisine, toi, pas ? J'ai appris quelques plats, ouais. C'est elle m'a vrai. appris quelques plats. Quand il y a moins de monde, on fait une soirée sur 2, donc elle m'a appris quelques plats pour cuisiner. Ouais, l'année dernière, j'ai appris quelques plats. Après, pour l'accueil, on fait un peu chacun notre tour, et puis aussi des fois, en fonction de notre fatigue, parce qu'il y a quand même, on est quand même sur une saison 7 mois d'affilée. Il peut arriver qu'il y ait des jours où tu sois un peu
dans le mou. Donc en fait, l'accueil, on fait chacun notre tour ou ensemble. Enfin, voilà. Et après, le ménage, c'est plus Baptiste, sauf quand on a beaucoup de monde, on fait à deux, on fait tout à deux. Mais on se répartit pas mal. Moi, je fais plutôt course, cuisine, toute l'intendance, gestion administrative, la compta, tout ce qui est sympa, quoi. Dans la cuisine, j'adore. Les chiffres, c'est ton... J'adore, et puis c'est ce qu'on disait, on a tellement plus de reconnaissance des pèlerins pour la cuisine que pour la propreté des chambres, que c'est quand même agréable. Et la com aussi, Baptiste. Ah oui, et la com, Baptiste, il adore ça. T'animes un compte Insta, t'as créé un site web. Oui, non, mais ouais, j'ai fait plein de choses, et puis t'acquiers de nouvelles compétences sur du montage vidéo, sur TikTok. Je me sentais un peu trop vieux pour un compte TikTok, et puis finalement, je m'y suis intéressé, et puis je me suis lancé. J'ai refait le site internet, j'ai appris plein de choses. Mais ouais, le travail de com, moi, c'est quelque chose qui me plaît, donc c'est un peu mon dada, en effet. Mais je pense qu'on est assez complémentaires sur les tâches respectives qu'on a. Après, il y a peut-être en effet des choses sur lesquelles je me décharge peut-être un peu trop facilement et que je pourrais reprendre, mais je pense qu'on est à peu près équitable, à peu près. On le gardera à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des gros défis auxquels vous avez été confrontés justement et sur lesquels ça a été compliqué de passer? Comment vous avez géré ça? Pour moi, le plus compliqué, ça a été qu'on n'a pas eu de passation sur le gîte, puisque la personne qui est partie est pas partie de son gré, on va dire. En gros, il y avait un propriétaire, un gérant, et voilà, le gérant n'avait pas vraiment envie de partir, donc on n'a pas eu de passation, on nous a juste filé les clés, et puis démerdez-vous. Donc ça a été ça un peu le plus compliqué, puis de pas être accompagné aussi, de se dire, c'est toujours bien d'avoir des tips des gens d'avant, quoi. Donc j'aurais bien aimé vivre ça, puisque je l'ai vu dans d'autres gîtes, donc je me dis c'est quand même cool quand les anciens proprios t'aident un peu et te montrent un peu ce que tu vas vivre. Donc nous, ça a été l'abandon, et du coup, on a fait une page blanche, quoi. C'était pas plus mal. Il n'y a pas un petit guide qui existe ouais, le guide de l'hébergeur. Le guide de l'hébergeur des chemins de Saint-Jacques. Non. Et c'est une idée, non? Ouais. Nous, on avait cette idée-là avec Sabine, qui avait le gîte d'El Romeo à Saint-Côme. Elle avait dit, moi, je vais former les nouveaux gîteurs, et puis toi, Baptiste, tu vas les aider sur la com. On s'était dit, on va lancer une boîte, c'était plus pour la déconnade, mais non, moi, si je devais donner un plus grand défi, alors, le fait qu'on n'ait pas eu d'accompagnement, ça m'a pas dérangé. Ayant déjà fait ça, en fait, j'avais l'expérience, donc, le premier jour, j'étais pas plus stressé que ça. J'étais peut-être un peu stressé pour Steph au niveau de la nourriture, et des premiers groupes qu'on a eu, quand tu fais manger 14 personnes, c'est pas comme quand tu fais la cuisine chez toi pour 2 ou 3. Ouais. Donc c'est peut-être ça ma petite crainte sur le début, mais quand on est 2 ou 10 le jour de l'ouverture, pour moi je savais comment je faisais, j'avais repris les méthodes que j'avais eues. Donc j'avais pas peur là-dessus. Le plus gros défi sûrement, c'est plus la partie, tu remets un peu le gîte au goût du jour et à ton goût surtout. Donc tu fais quelques travaux. On n'est pas des très bons bricoleurs l'un ou l'autre. Ça donne un truc vachement beau quand même. Donc le plus gros défi, pour moi, c'était ça. Du coup, je pense que si j'étais accompagné, en tout cas le père à Steph est malheureusement plus là, mais était très grand bricoleur et bon bricoleur. Et j'aurais bien aimé qu'il nous accompagne et qu'il soit là pour me faire voir aussi des choses, et je pense que j'aurais pas mal appris. Donc ouais, c'était le plus gros défi, c'était les travaux avant le début de la saison pour moi. Oui, c'est vrai que dans ce que tu demandais, j'allais te dire en premier, le truc c'était pour moi, c'était de trouver un peu les gens avec qui travailler pour la nourriture autour de moi. Et je m'étais dit que le mois de mars, je le consacrerais à faire ça. Sauf que comme on n'est pas bricoleur, forcément ça prend beaucoup plus de temps que quand tu l'es. Donc j'ai fait des choses que je savais pas faire, j'ai poncé, j'ai fait de l'enduit, j'ai reponcé, j'ai fait de la peinture. T'as pas eu le temps d'aller rencontrer les partenaires locaux. C'est ça, j'ai fait plein de choses que je ne savais pas faire, c'était très intéressant. Mais ouais, j'ai pas eu le temps. En fait, on a fini les travaux 2 jours avant l'ouverture du gîte, et j'ai pu vraiment bosser ça plus à la fin de la première saison finalement, de trouver des gens locaux avec qui bosser pour tout, les légumes, la viande, le fromage. Voilà, mais ça n'a pas été un grand défi, plutôt une déception finalement de démarrer sans avoir ça. Mais on s'est bien rattrapé depuis.
Et vous êtes toujours senti légitime sur ce projet-là, même malgré le manque d'accompagnement au début, etc. Vous avez douté? Est-ce qu'il y a un moment où, au début, vous vous êtes dit dans quoi on s'est lancé, on n'aurait jamais dû faire ça? Moi, j'ai jamais eu ce moment-là. J'ai pas eu de moment de regret ou de retour en arrière. En fait, c'est pas mon caractère. Je suis plutôt d'un caractère. On va revenir au signe astrologique, on en parlait tout à l'heure, Pauline, hors antenne. Moi, je suis bélier, donc je suis plutôt fonceuse, tu vois. Et donc, une fois que j'ai l'idée en tête, pour moi, je vais tout organiser, tout faire pour que ça se passe au mieux. Après, il y a toujours des surprises, voilà. Mais je vais tout faire pour que tout se passe au mieux et ne pas avoir de regrets de revenir en arrière, quoi. Et franchement, au bout de 4 ans, j'ai pas de regrets. Je suis très contente de mon choix et très contente de ne plus faire ce que je faisais avant. Et toi, Baptiste, pas de regrets, pas de doute? Non, alors pas de doute, non. Le seul petit doute que je pouvais avoir, c'était Stéphanie, après presque... Non, mais c'est pas du tout méchant, mais si. Non, tu vas voir. Après presque 20 ans de vie à Toulouse, en fait, j'ai eu un peu peur au début sur ses réactions, parce qu'on était en campagne, parce que des fois, il y a des trucs qui sont un peu plus loin, parce que... Tout est un peu plus loin. Tout est un peu plus loin, mais du coup, ouais, sur ses réactions du début, elle me dit, mais non, on peut pas aller là, parce que c'est trop loin, ou ça. Enfin, j'ai eu peur, en fait, qu'elle ne se fasse pas la vie en campagne, tu vois, parce qu'elle a presque vécu 20 ans dans une grande ville. Donc, je veux dire, c'est la petite peur du début, mais ça m'a pas traumatisé, c'est pas le truc qui m'a obsédé à un point de pas dormir. C'est vrai, j'avoue que moi au début je me suis dit quand t'as l'habitude d'avoir tout à portée de main, d'avoir des grandes salles de spectacle, d'avoir plein de choses, des théâtres, des machins, et que du jour au lendemain tu te retrouves dans une petite ville, parce que c'est une petite ville on va dire quand même, de campagne. Ça change. Mais après, ici, on sort de chez nous, on peut aller randonner, c'est pas la même vie, en fait. Et puis, on va pas se mentir, quand on bosse pendant les 7 mois, on n'a pas beaucoup le temps, finalement, de penser à autre chose. Et dans un changement de vie comme ça, il y a aussi un défi auquel on peut être confronté. C'est le regard des proches, le regard des autres et de la société d'ailleurs en général. Parce que quitter une vie pro stable, bien installée, etc., pour un projet un peu fou sur des chemins que ne connaissent pas tout le monde. Comment ça s'est passé ? Moi, je crois le plus dur, ça a été... le plus dur, entre guillemets, ça a été mon père, qui comprenait pas comment tu pouvais quitter un boulot... Enfin, mes parents, étaient employés tous les deux. Et donc, pour eux, le fait d'être cadre dans la banque, c'était vraiment et pour mon père plus particulièrement, c'était vraiment le summum. Donc, il comprenait pas comment on pouvait ne pas être satisfait de ça. Et en fait, il m'a dit, c'était rigolo parce qu'il m'a dit, j'approuve pas du tout ton choix. Et en fait, je lui ai dit, ça tombe bien parce que j'ai plus de 18 ans et je te demande pas ton avis. Mais ce qui est un peu dur, c'est que mon père, il est décédé en 2021, donc il a pas du tout vu le gîte. Alors que ma mère m'a dit, s'il avait vu le gîte, s'il avait vu comment je pense qu'il aurait tout de suite compris que oui, t'étais faite pour ça, c'était là que ta vie pro et ta vie tout court étaient le mieux, quoi. Mais après, les gens en général autour, ceux qui connaissent Saint-Jacques, ça va. Ceux qui connaissaient pas Saint-Jacques-de-Compostelle, disons qu'ils ont pas compris, la plupart. C'était un peu obscur pour eux, quoi. Et maintenant, c'est des copains qui viennent vous voir. Exactement. Tous les ans, quoi. Ouais. Notamment mes copines dans la banque qui connaissent pas du tout le chemin de Saint-Jacques. Il y en a plusieurs qui sont venus et qui ont assisté à des soirées avec des pèlerins et tout, et qui m'ont dit mais c'est génial. Ouais. Qui ont vraiment compris un peu. Pourquoi j'avais eu cette envie, quoi. Ça reste obscur pour les gens, je veux dire, même sans être hébergeur, mais quand tu fais le chemin et que tu reviens dans ta vie de tous les jours ou dans la vie active et que tu essayes de raconter ton truc, ton chemin à des gens qui ne connaissent rien de Saint-Jacques, qui n'ont jamais fait de chemin de Saint-Jacques, qui font peut-être de la randonnée en montagne, mais c'est totalement différent. Déjà, t'es déjà en décalage avec eux. Donc sur un changement de vie, je pense que même aujourd'hui, il y a des gens, ils savent pas vraiment ce qu'on fait, ils savent pas si on est gîte à la semaine, si on est chambre d'hôte, ils viennent là, mais ils découvrent un peu et ils
comprennent pas ce truc qui peut se passer. Mais vous avez réussi à faire face à ces critiques, quoi. Oui. Moi, je savais ce que je voulais, donc à partir du moment où je sais ce que je veux... Laissez-moi faire ce que je veux. Ouais. On a rassuré son père, en fait. La crainte de son père, c'était qu'elle quitte un travail parce qu'elle avait une carte de visite. Et du coup, moi, je lui ai dit, mais rassure-toi, on va refaire des cartes de visite pour le gîte, donc elle en aura toujours une. Donc oui, non, j'ai une carte de visite. Non, après, ce que je te disais, on a une nouvelle famille, parce que les hébergeurs, c'est vraiment une grande famille, et c'est trop chouette, et on se retrouve, nous, on fait partie d'une association d'hébergeurs, on fait partie aussi d'un collectif d'hébergeurs, et on se retrouve tous les ans, et on est tellement heureux de se retrouver. Et là, pour le coup, tout le monde comprend ce qu'on fait. Ouais. Et là, c'est les nouveaux copains, la nouvelle famille. Là, il n'y a pas besoin d'expliquer pendant des heures. On en parlait un peu avec les histoires de bricolage, du gîte, etc., mais est-ce qu'il y a des compétences que vous avez développées, enfin, il y en a forcément, ne me dites pas non, depuis dans cette nouvelle aventure? Moi, j'ai la patience. Tu l'avais pas en tant que banquière? Si, quand même un peu, mais je suis pas d'une nature très patiente. Donc, non, la patience, beaucoup. Après, tout ce que je faisais pas, la compta, tout ça, c'est des trucs que je faisais pas. La cuisine, c'est pareil. Finalement, j'ai fini mon CAP et puis j'ai enchaîné sur le gîte quasiment. Donc la cuisine, oui, enfin, comme me disait Baptiste, cuisiner pour 3. Puis moi, j'étais pas une super cuisinière avant. C'était bien de faire la formation quand même. Donc, Baptiste a l'air de démentir le truc. T'étais pas si mauvaise que ça, a priori. Donc, non, ça a développé pas mal de compétences. Et j'avoue, je pensais quand même que ça serait beaucoup plus stressant de gérer une entreprise. Alors, c'est toujours plus facile, je pense, de gérer une entreprise qui fonctionne bien. Mais je pensais que ça serait beaucoup plus stressant et franchement, ça va. Ça m'empêche pas de dormir. Il y a pas mal de trucs auxquels il faut penser que t'avais pas à penser dans ta vie de salarié. Mais dans l'ensemble, franchement, c'est plutôt cool. Et puis, le fait de faire comme toi, t'as envie, c'est quand même un gros avantage. Et toi, Baptiste, est-ce que tu savais déjà faire le ménage ou pas? Non, lui, il a développé beaucoup de compétences. J'ai vécu seul, donc je faisais le ménage, je faisais la cuisine, bien que depuis le CAP, j'ai beaucoup lâché la cuisine, ça je le reconnais. C'est Steph qui fait bien plus que moi, mais on équilibre sur plein d'autres choses. Non, mais je suis toujours pas Bob le bricoleur de fou. Mais oui, t'as un gîte, donc forcément tu t'y mets un peu plus, tu répares, tu fais 2-3 choses. C'est toujours pas ma grande passion, mais voilà, t'es obligé de le faire. Donc disons que voilà, l'année dernière j'ai fait un peu de plomberie, j'ai fait du carrelage pour la première fois. Bon, le résultat est peut-être pas correct pour un carreleur ou un plombier, mais ça tient. J'ai pas eu besoin d'y revenir cet hiver, donc voilà, on apprend tranquillement. Et puis après, moi, c'est plus sur le volet com quand même. Voilà, enfin, j'avais déjà quelques grandes notions. J'avais déjà fait un peu de site sur WordPress, tout ça, mais j'avais fait ça en dehors de mon travail. C'était pas du tout mon travail, donc j'avais appris ça un peu en autodidacte. Et puis, tu te remets le nez dedans. TikTok, je me suis dit, ça y est, t'es vieux, la machine est passée. Je me suis informé, j'ai regardé comment ça marchait, du coup j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai fait du montage vidéo, j'ai regardé ce que faisaient les autres gens, comment ils faisaient, pour essayer de m'inspirer ou me dire, oui, tiens, vous faisiez peut-être mieux ce plan-là que ce plan-là. Et puis voilà, et puis le site internet, comme je disais tout à l'heure, que j'ai refait, donc j'ai refait une mini-formation, on va dire, mise à niveau, parce que j'avais quand même pas mal de notions sur WordPress. Il me manquait juste 2-3 choses, et puis du coup j'ai passé mon hiver 2023-2024 à refaire le site internet, qui est un sacré boulot. Voilà, ouais, en com, ouais, pas mal. Moi c'est plus en com quand même, où j'ai développé pas mal de choses. Et puis après, l'accueil, les relations humaines en général. Et puis me remettre un peu la cuisine sous l'impulsion de ma chef. Déjà l'accueil. Je pense que c'est un peu inné l'accueil. Si t'as pas, oui. Si t'as pas ça en toi, voilà. Si t'as pas ça en toi, si t'aimes pas, enfin entre guillemets, si t'aimes pas les gens, ça veut dire non, mais tu vois ce que je veux dire. Si t'as pas ce truc de ça sert à rien de reprendre un gîte. Enfin vraiment, c'est hyper important et c'est un peu je trouve que c'est même le terreau de ce qu'on fait, quoi. C'est-à-dire que c'est ce que les gens retiennent en premier, donc ils peuvent bien manger, bien dormir et tout. Si l'accueil est pas terrible, ils vont pas avoir envie de revenir dans un gîte ou de le conseiller à quelqu'un d'autre. L'accueil, c'est hyper important.
Ça fait vraiment partie, pour moi, c'est une grosse partie du métier d'hébergeur. Et la disponibilité, la bienveillance, tout ça, quoi. Ouais. Et tout ça, cet accueil-là, ça se fait de avril à octobre à peu près. C'est ça. Les chemins de Saint-Jacques, ça bat son plein sur cette période-là. Et du coup, de avril à octobre, vous êtes à temps plein sur le gîte. Comment vous arrivez à gérer l'équilibre vie pro, vie perso ? C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Disons que, il y a des moments où c'est plus fatigant, on va dire, quand on a des grosses périodes au gîte et que, moi j'ai une fille qui a 12 ans, donc faut aussi gérer un peu, de pas la laisser non plus trop seule. On essaie de jongler, on arrive quand même à plutôt bien s'en sortir, et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on prend une petite semaine de vacances à la mi-saison, on délègue notre gîte à quelqu'un qui travaille très bien et en qui on a confiance, donc ça c'est parfait. Et on part une semaine en famille, histoire de recharger les batteries déjà pour la suite de la saison, et d'avoir quand même un petit moment ensemble pour elle aussi et pour nous, donc voilà. Non, et puis après, c'est une voie, comme je disais, c'est une voie en développement, donc il y a des périodes qui sont chargées où en effet, il y a peut-être un peu moins de temps pour les temps en famille, et même moins de temps des fois aussi pour la vie de couple, très clairement, entre le boulot, tu rentres, tu manges, tu dors et tu retournes au boulot, non mais c'est vrai. Mais après voilà, il y a des moments aussi sur cette voie-là où on a moins de monde. Donc ce qu'on fait quand il y a vraiment moins de monde, c'est que aussi on se permet de faire une soirée sur deux, c'est-à-dire que l'un fait une soirée, l'autre la fait le lendemain, si il y a 3-4 personnes, et puis ça permet d'avoir ce temps-là aussi pour Stéphanie avec sa fille de qualité quand l'un peut faire la soirée seul. Alors moi c'est des temps de qualité avec ma fille. Baptiste lui il fait regarder Kaamelott à ma fille toute la soirée. C'est un temps de qualité aussi. Et chacun sa vision de la qualité. C'est ça. Dans toute cette aventure, alors pas forcément dans les randonneurs, mais plus dans la construction de votre projet, est-ce qu'il y a eu une rencontre qui vous a particulièrement marqué et qui vous a aidé dans ce projet ? Toi c'est Sabine. Moi c'est Sabine et Sylvain Gosselin, alors qui sont Sylvain est québécois, donc ils sont repartis vivre au Québec. Mais oui, voilà, si c'était, pour moi, c'est la rencontre marquante qui m'a permis de changer de vie. Je suis arrivé un 1er mai 2015 chez eux, avec un super temps bien pluvieux dans l'Aveyron. Et voilà, je suis revenu les aider, et puis ils m'ont mis le pied à l'étrier. Et aujourd'hui, j'en suis là grâce à eux, et Sabine est même repassée chez nous l'année dernière, en tant que pèlerine. Donc c'était un plaisir, un honneur pour moi de la recevoir dans mon gîte. On avait une grosse pression. Et c'est elle qui a mis le drapeau québécois, tu l'as choisi. Oui, c'est eux qui nous l'ont offert quand on a ouvert le gîte. Ils étaient encore en France à ce moment-là. Et Sylvain nous a apporté le petit drapeau québécois en disant tu peux pas ouvrir ton gîte sur le chemin de Saint-Jacques sans ce drapeau québécois. Pas mal. D'où l'histoire. Et toi Stéphanie, il y a une rencontre ? Moi, j'ai pas eu de rencontre en particulier. Par contre, ce que j'ai fait, c'est qu'avant d'ouvrir le gîte et avant même de faire mon CAP, j'ai appelé plusieurs hébergeurs pour savoir ce qu'ils vivaient. En fait, j'ai appelé plusieurs hébergeurs d'endroits où j'étais passée, où j'avais bien apprécié l'accueil, etc., pour discuter avec eux, échanger sur la vie sur le chemin, sur comment ça se passe, etc. Et ça m'a bien aidé avant de démarrer aussi. C'est toujours bien de se confronter aux autres et de savoir ce qu'ils vivent au quotidien, quoi. Notamment, je m'en rappelle d'une hébergeuse qui a vendu aussi maintenant et qui était maman aussi, donc ça m'a aidé pour appréhender la suite. Et ça d'ailleurs, je crois que quand on a préparé ce podcast, tu m'avais donné ça comme conseil pour des gens qui veulent se lancer dans la reprise d'un gîte, d'attendre que les enfants soient grands. Oui, après c'est vrai que on n'est pas tant d'hébergeurs que ça avec des enfants de moins de 18 ans, on va dire. C'est-à-dire que la plupart des gens qui font ce changement de vie, parce que souvent c'est un changement de vie, alors pas tous, mais il y en a quand même une grosse partie, ils font ça à la cinquantaine, ils se disent que soit des fois c'est des licenciements, soit des fois ils en ont marre de leur travail. Et donc
Et donc ils reprennent le gîte en se disant qu'ils vont faire ça jusqu'à la retraite. Ils ont les enfants qui sont grands, enfin soit en études, soit partis de la maison. Et donc c'est quand même on va dire, dans l'emploi du temps, quelque chose à gérer en moins aussi, quoi. Parce que mine de rien, il faut quand même, ça fait quand même des choses à voir. Et puis faut trouver des occupations pour l'été. Enfin, faut tout ça, quoi. Oui. Mais oui, c'est pour ça. On comprend maintenant pourquoi il faut ça plus tard. Et il y a d'autres conseils que vous donneriez justement à des personnes qui veulent se lancer dans ce secteur-là, dans ce projet-là? Tester la vie d'un gîte. Ça se fait beaucoup en tant que bénévole. Ça se fait beaucoup. Alors ça se fait beaucoup. T'as beaucoup de gîtes. Enfin bon, voilà, ça m'est arrivé. T'as beaucoup de gîtes qui. Bah, t'es un pèlerin, t'es passé par là, t'as accroché avec la personne qui tient le gîte, tu proposes tes services pour revenir, et même une association d'hébergeurs qui propose ça aujourd'hui, de signer une convention et de mettre à disposition dans un gîte une personne qui veut, voilà. Alors, des fois c'est juste donner de son temps pour rendre ce que t'as reçu sur le chemin. Mais voilà, si tu veux te lancer, pour moi c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner. Parce que la vie de pèlerin, quand tu fais ton chemin, quand t'es sur le chemin, que t'es en vacances détendu, c'est cool. Quand t'es de l'autre côté de la barrière, bah, c'est tout aussi cool, c'est une belle expérience de personne, enfin professionnelle. Mais ça reste un métier avec ses contraintes, avec plein de choses. C'est tu vois toutes les missions que t'as dans un gîte et qui te permettent de te dire en effet ce boulot est fait pour moi, ou alors non, c'est pas du tout pour moi, il faut que je trouve autre chose. Nous, on a eu des amis qui sont venus, quand j'ai fait mon CAP, j'ai fait du coup un peu de restauration, comme je te disais là, et du coup il y a des amis qui sont venus chez qui j'avais bossé. Et lui, qui bosse dans la restauration, il a adoré, il était hyper content, il servait, tout ça, il m'a dit, moi, je me verrais bien faire ça, etc. Et sa femme, qui pourtant bosse dans un travail commercial, où elle doit être sympa avec les gens, elle a dit, mais jamais de la vie je pourrais faire ça, c'est trop d'engagement, trop de... en plus c'est chez toi, mine de rien, ton gîte c'est ta maison, donc t'es quand même... c'est quand même très particulier comme métier, il faut vraiment aimer le partage, déjà. Il faut aimer beaucoup de choses, et c'est sûr que si t'es pas prêt à tout ça, il faut pas partir sur un gîte. Il faut rester pèlerin. J'allais vous demander justement ce qui vous plaisait le plus dans ce mode de vie, c'est le partage. Ah oui, moi, clairement, oui. Moi, j'adore les tranches de vie, j'adore le partage avec les gens, j'adore tout ça, je trouve ça génial, et puis voilà, des fois je me rends compte que on n'est pas psy, on n'est pas tout ça, mais on fait des fois un peu office de ça, et que les gens ils repartent mieux de chez nous que comme ils sont arrivés, et ça fait super plaisir. Ouais, c'est ça, les rencontres, les partages que tu peux faire. T'accueilles à 15h, tu connais pas les gens que tu vas accueillir chez toi. À 15h05, tu les rencontres pour la première fois. À 15h10, pour certains, tu as l'impression de les connaître en fait depuis 20 ans. T'as l'impression que c'est des amis. Et en fait, le lendemain matin, déjà, t'as un merci qui est pas souvent évident et souvent donné dans un travail, on va dire, classique. Enfin, là, on ne dit pas tous les matins merci. Et ça fait déjà chaud au cœur. Et puis voilà, y a certaines rencontres qui te marquent, et puis toi aussi tu peux avoir la larme à l'œil des fois de laisser partir les gens. Moi ça m'est arrivé, ça m'arrivera encore, et c'est pour ces moments-là qu'on fait ça, parce que c'est chouette. Tu pleures pas quand je pars demain matin? Je vais essayer. Plus largement, qu'est-ce que vous conseillerez à des personnes qui n'osent pas justement quitter une vie un peu stable, ou très stable, pour se lancer dans un rêve, dans un projet? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Moi, j'ai envie de leur dire que s'ils sont pas bien, en tout cas dans ce qu'ils font actuellement, moi, on m'a tout le temps dit dans mon travail d'avant, oh là là, mais t'es hyper courageuse de faire ça. Et c'est la phrase qui revenait tout le temps. Et en fait, je trouve pas que ça soit si courageux de partir. Je trouve que c'est encore plus courageux de rester dans quelque chose où tu n'es pas bien, où tu te fais du mal en fait au quotidien. Alors c'est pas comme ça qu'on le vit, parce que souvent on se dit qu'on a des contraintes, que ce soit financières ou familiales, etc., qui fait qu'on reste
dans notre métier, mais en fait, juste si vous avez envie de le faire, il faut vous lancer. Des fois, c'est pas simple, mais il faut le faire. Et franchement, c'est tellement de joie et comme on disait, de partage et de bonheur au quotidien que ça vaut le coup de se lancer, de changer de vie, que ça soit pour ce qu'on fait nous ou pour un autre métier qui passionne la personne. Baptiste est d'accord, il approuve. Et puis faire ce qu'on aime au quotidien, c'est quand même une énorme chance. Vous nous avez parlé tous les deux d'un livre qui vous a aidé dans vos choix. Mais est-ce qu'il y a une personne, un livre, un film, alors un podcast, à part le mien, bien sûr, qui vous inspire au quotidien? Des films, on en a vu. On a vu The Way, on a vu Saint-Jacques-la-Mecque, très drôle d'ailleurs pour celui je l'ai jamais vu, il faut vraiment que je le regarde. Ah non, c'est très drôle. Mais c'est sympa parce qu'il y a des beaux paysages et au final, tu vois quand même que même sur un fond d'humour, que les gens se transforment quand même au fur et à mesure du chemin. C'est un peu ce qu'on vit quand on est sur le chemin et ce on voit aussi sur les gens qu'on croise. Un film à voir pour ceux qui connaissent pas les chemins. Voilà. Ça, alors, The Way, c'est un peu plus triste. Et après, dans les livres, alors il y en a plusieurs. Il y a des BD aussi. Il y a pas mal de choses sur Saint-Jacques-de-Compostelle. Moi, évidemment, ce que je te disais tout à l'heure, moi, vraiment, le vestibule des Causes perdues, je trouve que, en tout cas, c'est ce qui a ressemblé le plus à mon chemin. C'est-à-dire que c'est des destins croisés de gens qui partent avec leur histoire, des fois leur fardeau, parce qu'il y a des histoires qui sont pas simples, et qui se croisent sur le chemin, qui se rencontrent. Alors ils vont tous jusqu'à Saint-Jacques dans le livre, qui se croisent, qui se rencontrent, et je trouve qu'il y a, quand j'ai refermé le livre, la première chose que je me suis dit, c'est qu'il y a une humanité, une solidarité qui se dégage de ce livre, qui est incroyable. Et quand je suis partie sur le chemin, franchement, je m'attendais pas à retrouver ça comme... C'est un roman, donc forcément, c'est romancé. et en fait, j'ai exactement retrouvé ça. J'ai trouvé que les gens, ils étaient formidables. Et moi, qui étais seule, une fois que j'ai rencontré Baptiste, après, il est parti. Et moi qui étais seule, à chaque fois que j'ai été seule sur le bord du chemin, à un moment donné, parce que t'as envie de t'arrêter, manger un bout ou juste faire une pause, tous les gens qui passent, ils s'arrêtent pour savoir si tu vas bien, si tout est ok, voilà. Et je trouve que ça manque tellement dans notre vie de tous les jours que le chemin, ça devrait être la vie. Wow. Ou l'inverse. T'as quelque chose à rajouter à ça? Ouais. Moi, il y a une personne auquel je pense assez souvent, que ce soit dans le quotidien ou même quand je vais marcher sur le chemin. En 2018, en Aveyron, on a accueilli Hubert, qui était non-voyant. Il s'était dit avec sa femme en 2017 qu'il souhaitait aller jusqu'à Compostelle. Sa femme est malheureusement décédée. Et donc, du coup, en 2018, Hubert, il est parti de chez lui. Il a été jusqu'à Santiago, donc il ne voyait pas. Donc, il y avait toute une chaîne qui s'était créée avec des relais pour l'accompagner sur le chemin. Mais ouais, il a été au bout de son rêve, il a été au bout du rêve, de leur rêve avec sa femme. Malheureusement, il nous a quittés depuis, mais je repense souvent à lui, et notamment quand je suis sur le chemin et quand j'ai un petit moment de moins bien et de dur parce que c'est compliqué, parce que je suis fatigué ou autre. Je repense à Hubert et je me dis, en fait, il a eu la force de faire ce qu'il a fait, donc va jusqu'au bout aussi, toi. Tu vas faire pleurer ceux qui nous écoutent à côté. Et j'allais demander une anecdote avec des pèlerins, mais du coup, elle est là. C'est poignant, ouais, c'est trop bon. Ouais, on a plein de belles histoires. Ouais. T'as une petite anecdote marrante avec tes pèlerins. Allez, une petite anecdote marrante pour finir. L'année dernière, on a eu un groupe de pèlerins qui est arrivé. Enfin, un petit groupe, ils étaient 4, je crois. Et du coup, toi, tu t'as vu, les gens arrivent, nous, on les accueille avec un pot à boire, et on aime bien prendre le temps de discuter avec eux quand ils arrivent. Et donc, ils arrivent, très sympa, on discute, etc., machin, et là, ils nous disent, ils se regardent entre eux comme ça, ils font, bon, allez, on peut leur raconter, ils sont sympas. Et donc, ils nous apprennent que quand ils sont partis de Figeac, ils avaient redémarré à Figeac pour faire la voie de Rocamadour. Et quand ils sont partis à Figeac, en fait, au lieu de suivre le GR pour aller à Rocamadour, ils ont suivi un PR, tu sais, un marquage jaune. Et donc, ils ont suivi un PR, et le grand village après Figeac, c'est Cardaillac. Et donc, à un moment donné, ils arrivent à un endroit, ils voient un bar, et ils disent « Ah, ça y est, on est arrivé à Cardaillac et tout ». Ils s'assoient. Et là, ils disent au serveur
c'est chouette, c'est joli, il y a quelque chose à voir à Cardaillac. Et alors, on dit, oui. Ils disent, vous avez pas l'air super au courant et tout. Il fait, en même temps, j'y vais pas souvent. Ils disent, comment ça, vous allez pas souvent? Il fait, vous êtes à Figeac, là. En fait, ils avaient fait une boucle. Ah non. Ils étaient revenus sur leur... Ils avaient fait une boucle, et donc le soir, du coup, arrivé, quand ils ont vu qu'ils étaient déjà à Figeac, ils avaient fait 12 km quand même, une belle boucle. Donc ils ont pris un taxi pour aller à la Capelle Marival. Mais non. Dans le gîte d'après, quand ils sont arrivés au gîte, en fait, ils sont allés vite se laver, ils sont tirés vite du gîte pour aller au resto, pour croiser personne, pour que personne ne leur demande comment s'était passé leur chemin de la journée. Et donc, le lendemain, ils sont quand même venus jusqu'à Gramat, ils nous ont raconté ça. Et en fait, on s'est moqué d'eux toute la soirée. Et même le lendemain matin, quand ils sont partis, on leur a dit, bon allez, à ce soir. Donc voilà, mais après, des petites anecdotes marrantes, on en a plein. Hein. On vit des quotidiens assez rigolos quand même. Il y a des anecdotes marrantes, on a des gens hyper sympas, après on a moi j'ai eu des grosses émotions aussi au gîte, moi aussi j'ai versé ma larme des fois. Et donc ouais, non, c'est vrai qu'on c'est pas les mêmes émotions que dans un travail normal. Il y a des histoires assez saisissantes. On a eu des jolies choses aussi, hein. Des gens vraiment des gens touchants qui nous ont beaucoup touchés. Donc puis après il y a des fois où tu passes des soirées à rigoler et puis finalement comme la carte qui est là, qui est la carte postale qui est ici là, de Caroline qui est arrivée à Compostelle l'année dernière et qui t'envoie un super message et tu rigoles toute la soirée puis finalement tu chiales quand tu reçois la carte. Voilà. Puis il y a des gens comme moi qui vous ai rencontré il y a 3 ans et qui revient aujourd'hui pour vous interviewer. Ouais. Ça c'est trop bien. Vous voulez parler des projets du gîte? Des projets. Après, nous, au gîte, on n'a pas de projet à proprement parler. Comme on te disait tout à l'heure, on veut pas se développer, on veut pas s'agrandir, on veut vraiment rester sur ça parce que, on en a pas mal discuté avec d'autres hébergeurs et, au final, quand on a beaucoup de monde, on profite pas des gens et c'est pas vraiment le but, justement, quand on fait ce métier-là. Enfin, en tout cas, nous, de notre côté, c'était pas pour ça qu'on faisait ça. Donc on préfère rester à un gîte à 14-15 pour profiter des gens. Avoir le temps d'être là pour eux, d'échanger, etc., plutôt que de partir sur plus grand. Donc dans les projets, en tout cas, ça c'est sûr que pas agrandir. Je sais pas. Ouais, dans les prochains projets, je pense que c'est toujours prendre autant de plaisir à faire ce qu'on fait. Et je pense que si un jour on prend plus de plaisir à faire ce qu'on fait, je pense que ce sera le moment de passer la main et de changer. De choix professionnels, parce que c'est un métier prenant, donc on fera pas ça 20 ans, ça c'est sûr. Mais ouais, l'objectif c'est de prendre du plaisir, voilà, recevoir les gens chez nous, à passer des bons moments, aussi avec nos potes hébergeurs. Et puis voilà, et puis une fois qu'on aura plus le gîte, qu'on sera dégagé de tout ça, qu'on aura retrouvé peut-être un rythme plus normal, moi du coup j'ai envie d'explorer encore un peu plus les chemins, d'explorer peut-être des voies qui sont un peu moins connues, un peu moins fréquentées. Et en prendre plein les mirettes. Trop bien. Tu vas finir sur mirette, quoi. Non, allez, pour finir, 3 mots pour résumer votre aventure. Alors moi, je dirais le partage, la joie, parce que au quotidien, c'est quand même pas mal de rire et de joie, et ça, c'est chouette. Et l'enthousiasme. Pas mal. Qui dit mieux? Moi je dirais amour, ça a commencé par une histoire d'amour. Je dirais, je sais pas, humanité, et puis joie. Et Léa, t'as un mot à dire sur cette aventure ou pas? Moi, je dirais surtout que c'est comme maman, des moments partagés, que parfois on oublie, parfois on n'oublie pas. Et ça reste toujours des instants de joie furtifs comme ça. Trop bien. C'est elle qu'on aurait dû interviewer en fait. Super. Allez, je lance une autre interview avec Léa. Merci beaucoup à tous, Pauline. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur le gîte des petits cailloux, les chemins de Saint-Jacques, sur les projets de Stéphanie et Baptiste, je vous mets tous les liens dans la description de l'épisode. Si vous voulez continuer à écouter de chouettes histoires qui vous donneront à votre tour l'envie d'oser, abonnez-vous à ce podcast. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode.